Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un podcast Tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes à la découverte de nous-mêmes, à la poursuite de nous-mêmes. Et on a des gens qui nous aident, des gens qui se succèdent à notre micro et qui nous aident beaucoup et qui sont, alhamdoulilah, en vérité, je vous le dis, comme je le pense, extrêmement enthousiastes et disponibles, qu'ils en soient remerciés. Premier de celui d'aujourd'hui s'appelle Abdeslam Amalil. Salut Abdeslam. Salut cher ami. Comment ça va? Alhamdulillah. Alors, tu es un chercheur, tu es un expert patrimoine immatériel, c'est ça? Au sein de la direction du patrimoine culturel, voilà. Au département de la culture. Tu es déjà venu à notre podcast Tribu, tu es une ressource très importante pour nous. Merci, je l'espère. Et tu nous as proposé, c'est toi qui nous as proposé de parler de shkara, la sacoche, le sac en bandoulière. Alors sincèrement, j'étais un peu surpris par ce choix et je ne voyais pas très bien ce qu'il y avait à dire sur cet objet. Et je t'écoute donc pour me démontrer combien j'étais loin de la vérité. D'abord, mon but, c'était de dire que dans notre culture, il y a des éléments qui ont une grande importance, mais malheureusement, on n'est pas conscient de leur intérêt. Mais moi le premier, c'est pour ça D'accord. que... Et bien sûr, la sacoche n'est qu'un exemple. On peut dire la même chose de plusieurs produits dans notre héritage culturel. Prenez n'importe quel accessoire de l'habillement, n'importe quel instrument de musique, ou bien donc la cuisine, tout ça. Donc, n'importe quel élément constitue un support matériel pour une longue histoire, pour nos valeurs socioculturelles, ainsi que pour des pratiques à caractère symbolique. Donc, on peut prendre la sacoche comme exemple pour approcher plusieurs facettes de notre histoire. On peut parler d'abord des connaissances et des savoir-faire liés à l'artisanat. Donc c'est du cuir là, on parle de cuir. Du cuir, oui, bien sûr. Bon, on va revenir parce que il y a d'autres contenants, d'autres sacs qui sont faits à partir de la vannerie ou bien avec le tissu et tout ça. Donc maintenant, la sacoche, au Maroc, le terme, donc on va voir plus tard les termes, il s'applique plus particulièrement là de sac en cuir. Donc je disais, à partir de la sacoche, on peut approcher l'histoire du Maroc à travers les savoir-faire de l'artisanat, à travers l'habillement, à travers les arts de spectacle traditionnels, ce qu'on dit souvent donc le folklore, entre guillemets. On va également aborder des pratiques qui ont une grande valeur sociale. Comme je l'ai dit, donc la sacoche sera un prétexte pour approcher diverses facettes de notre histoire. C'est un vecteur de transport. Voilà, effectivement. Moi, un jour, j'ai dit que la sacoche, c'est un contenant matériel qui sert à abriter des effets matériels, mais c'est également un contenant symbolique. Pourquoi il est symbolique? Pour le contenu socioculturel de plusieurs pratiques et de toute une histoire de notre patrie. Alors qu'est-ce qu'il dit de notre histoire, cette sacoche? D'abord, j'aimerais commencer par le commencement. Bien, mais... Les noms. Les noms, c'est très important. Dans les régions amazigophones, on trouve 4 noms. Dans la région du Rif, on dit Azaïbour. Dans l'Atlas central, ça veut dire la région d'Azilal, on dit Tadrourt. Dans les autres régions, on dit Ajbir ou bien Aqrab. Dans les zones arabophones, c'est surtout le terme Shkara. Konaï, la région de Jbala, la ville de Fès, la plaine de Abda, la ville de Marrakech, même les zones de l'arabe dialecte hassani, plus au sud, ils disent Shkara. Pourquoi j'ai insisté sur l'aspect linguistique, donc de la facette linguistique de cette sacoche, pour dire qu'il y a une diversité de noms. Et cette diversité de noms, à mon avis, reflète 2 choses. D'abord, c'est que la diversité des noms est associée à une diversité des formes et des décors, mais également, cette diversité de noms prouve qu'on est là en présence d'un élément très ancien, enraciné dans notre culture, ce qui explique donc que chacun lui donne un nom. A inventé un nom. Qu'il était partout et qu'il est depuis longtemps. Et bien sûr, on va voir plus tard que ce nom de Shkara, il est encore vivant. Bien sûr. Si vous vous demandez à n'importe qui, maintenant, ce que cela veut dire Shkara, il va vous dire que c'est le cartable, en fin de compte. Donc le cartable scolaire pour les élèves, les étudiants, ou bien même les fonctionnaires pour ranger les dossiers, les documents, tout ça. Mais rares maintenant les Marocains qui connaissent qu'il y a une sacoche traditionnelle qui s'appelle Shkara. Il connaît Moul Shkara. Moul Shkara, donc oui, c'est très important. J'aimerais bien qu'on le laisse parce que Tu veux nous expliquer ça parce qu'on en a beaucoup dans le foot. Non, pas uniquement dans le foot. Oui, non, on en a dans le foot. Moi, je le domaine de la politique, le domaine donc de l'investissement, même au niveau de l'art. Donc Moul Shkara, c'est un terme qui a une dimension politique,
mais également une dimension sociale et qui nous revient financière. de notre histoire. Et financière, bien sûr, financière. À la base. Oui. Donc on parle d'un objet qui est présent dans tout le territoire depuis très longtemps, qui est important dans notre culture et qui est aussi un support, enfin qui condense un peu l'artisanat dans le sens où il ramasse des savoir-faire. Tu peux nous parler déjà techniquement de comment ça se fabrique et qu'est-ce que ça dit des techniques de nos malmines. D'accord. Pour ce qui concerne les savoir-faire liés à la fabrication de l'ashkara, il y a au moins 3 corps de métier qui interviennent dans la réalisation de ce bagage. Il y a d'abord le tannage, les tanneurs, ce qu'on appelle en arabe tbar, en tamazir tamlacht. Donc c'est lui qui transforme le cuir d'une peau crue à une peau tannée. Et dans toutes les villes du Maroc, les grandes villes du Maroc, il y avait des espaces réservés pour l'activité du tannage. C'est une activité qui va également servir le blaireau. Voilà, effectivement. Voilà. Ça veut dire donc c'est toute la maroquinerie en fait. C'est l'activité de base. Le cuir, voilà. C'est l'activité de base. On la trouve dans différentes villes, que ce soit Fès, Marrakech, ainsi que dans les villages. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est que, comme l'a bien remarqué Bert Flint, si dans la ville islamique, prenez Marrakech, Fès, n'importe quelle autre ville, les corps de métier, ils sont répartis selon les quartiers, ça veut dire chaque quartier a un corps de métier spécifique. Dans le milieu rural, presque chaque tribu, il a une activité spéciale. D'accord, elle est spécialisée dans une... En fonction de la matière première qui est disponible. Par exemple, il y a une région où il y a le cuivre, donc ou bien le fer, il sera spécialisé par exemple dans la métallurgie. Là, un endroit où il y a une argile d'une bonne qualité, donc il fera de la poterie, ainsi de suite. Je dis donc la première phase, l'activité de base, c'est le tannage. Le tannage. Ensuite, quand les peaux sont prêtes, donc ils sont récupérés par plusieurs corps d'artisanat. Il y a un corps qui s'appelle shkairia. Shkairia. Là, on rentre dans la spécification. Voilà, shkairia. Ce sont donc les artisans spécialisés dans la fabrication de la sacoche. Je n'ai pas maintenant les statistiques en tête, mais que ce soit à la ville de Marrakech et à Fès, il y avait un grand nombre de pratiquants qui exerçaient ce métier pour montrer qu'il a une grande importance pour la société traditionnelle. Donc, une fois le travail de shkairi est achevé, il y a les femmes qui interviennent pour le décorer avec des broderies. Donc le shkairi, il fait quoi? Il fait la forme générale, quoi. La forme générale. Il fait une poche qui se rabat. Et une poche qui se rabat. Enfin, la bandoulière. Non. La bandoulière, c'est pas lui. Mais elle. La bandoulière, c'est un autre corps de métier. Ah bon? Le passementier, le mjedli, le mjdoul, le cordon. Donc c'est un autre corps de métier qui travaille à part, qui prépare les cordons, soit ils sont faits avec la laine ou bien la soie. Le cordon n'est pas en cuir? Non. Pour certaines régions. Certaines régions, il est en cuir, mais le plus souvent, il est... D'accord, en tissu. En tissu, que ce soit la laine ou bien la soie. Donc revenons sur les femmes et la décoration. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques? Est-ce qu'il y a des motifs spécifiques? Pour les formes traditionnelles, il n'y avait pas vraiment de motif spécial. Donc on peut la couleur noire, le plus souvent la couleur noire, mais on devait choisir une couleur qui contraste avec... Non. Est-ce qu'on parle de la couleur de la sacoche ou bien de la broderie? Des deux. Des deux. Non, parce que dans la société traditionnelle, la sacoche était le plus souvent rouge, ou bien une couleur proche du rouge. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la couleur la plus facile à réaliser, je ne sais pas. D'accord. La sacoche est en général rouge. Et les broderies dessus sont en général? En noir, en blanc. Mais maintenant, si vous allez dans n'importe quel complexe de l'artisanat, vous allez trouver des sacoches de toutes les couleurs donc, de l'arc-en-ciel. Mais ça rentre dans le cadre du fait que ce patrimoine il est recréé en permanence. Donc voilà. Et puis il y a aussi le goût parfois du touriste maintenant, oui. Mais avant, non. Les pratiques relatives, l'aspect vestimentaire et tout ça, il était codé. Il y avait un code pour chaque région et pour chaque catégorie. Alors, est-ce que c'est un objet d'homme? C'est un objet d'homme, effectivement. Là, on va aborder la question donc de l'origine de la sacoche. Pourquoi la femme n'a pas besoin d'une sacoche et pourquoi l'homme en a absolument besoin? Et je dis bien que la sacoche n'était pas uniquement un objet de luxe ou bien un accessoire, mais c'était un objet indispensable. Fonctionnel, utilitaire. Il était indispensable. On n'imagine pas un homme, dans la société traditionnelle, du Rif jusqu'au Sahara, sans sa sacoche. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On va venir à ce qu'il y a dedans. Pourquoi la femme n'a pas besoin de la sacoche? Certains chercheurs considèrent que c'est la nature du vêtement qui a dicté la nécessité d'adopter la sacoche.
Je m'explique. Tout homme a besoin de transporter avec lui des effets, des objets dont il aura besoin pour ses différentes activités. Donc la nécessité d'avoir une poche. Or, les vêtements de l'homme au Maroc n'ont pas de poche, ne sont pas équipés de poche. Vous prenez par exemple le haïk, parce qu'au Maroc, jusqu'au début du XXe siècle, les hommes portaient des haïks, comme ceux des femmes, mais ils sont plus longs. Donc l'homme se contente d'enrouler un haïk. Un drapé. Il n'y a pas de poche. L'homme également peut enfiler une djellaba. Il n'y a pas de poche. Il y a également donc ce qu'on appelle le qshab, ou la aqshab, ou la tchamir. C'est une longue chemise que tout homme porte, surtout donc en été, ou bien pour réaliser des activités agricoles, comme le moissonner un champ, une récolte. Donc là aussi, il n'y a pas de poche. Les vêtements de l'homme n'ont pas de poche. D'où est venue l'idée d'avoir un élément, un contenant matériel. Par contre, la femme, elle aussi, elle porte un drapé. Mais la différence, c'est que le drapé de la femme, d'abord, il est fixé avec des fébules au niveau de la poitrine et avec une ceinture au niveau de la taille. Donc, ce qui lui laisse une poche devant le ventre dans laquelle elle peut mettre des choses. En plus, dans certaines tribus, des femmes, ils ont un petit panier. Soit il le porte avec la main, soit il peut même l'accrocher à la tête avec une corde qui passe devant le front. Donc, la femme, elle a quelques stratégies, quelques pratiques pour pouvoir transporter des choses. L'homme n'avait pas cette chance-là. Non, la capuche. Effectivement, non, c'est vrai. Tout à l'heure, je me retiens. Non, c'est vrai. Mais d'abord, ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de couvrir la tête. Deuxièmement, il n'est pas pratique pour transporter toutes les catégories d'effets qu'un homme... Non, mais bien sûr. C'est un dépannage, quand même. Oui. Donc, c'est là d'où est venue l'idée... Surtout quand tu le mets vers l'avant. Oui. C'est une sorte de sac à dos. Donc, voilà. D'où est venue l'idée de créer la sacoche. La sacoche, d'abord, sa taille, elle est convenable au corps humain. Ça veut dire donc l'homme peut transporter la sacoche tout en ayant la capacité donc de vaquer à toutes ses préoccupations quotidiennes. C'est-à-dire ne l'empêche pas. Le port, il porte toujours donc la sacoche en bandolière. Parce qu'on peut imaginer qu'on a plusieurs possibilités. L'homme pouvait bien porter donc la sacoche devant le ventre, ou bien comme un sac à dos. Mais ces deux dispositions, ils ont des inconvénients. C'est pourquoi l'homme transporte la sacoche sur le côté en bandolière, et surtout donc sur le bras droit, pour être proche de la main, il peut en retirer ce qu'il veut. Une chose très importante, je ne dois pas oublier de la signaler, c'est que pour la société traditionnelle, un homme, il a toujours besoin d'avoir deux éléments. Il y a la sacoche qui est suspendue, donc le côté droit, et le poignard, le khanjar ou la genouille, qui est suspendu donc sur le côté gauche. C'est l'équilibre, un équilibre à la fois visuel et un équilibre également sur le plan symbolique. Ça veut dire, moi, j'ai mon argent. Et j'ai mon arme. Je suis courageux, je suis riche. Voilà, effectivement. Donc voilà, c'est l'équilibre à la fois visuel et symbolique pour la société traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette shkara ? Il y a de l'argent ? Dans la shkara, l'homme avait l'habitude de mettre les bijoux. Quand, par exemple, il se déplace, il peut mettre les bijoux, l'argent, le couteau, une aiguille et le fil pour coudre une éventuelle déchirure ou combler un trou, des fruits secs, les dattes, les amandes, les noix, les figues séchées qui vont servir comme aliment de grignotage quand on a un petit creux. Le berger, par exemple, il peut y mettre une galette de pain, même sa flûte qui va lui tenir compagnie donc, dans les pâturages. Le chasseur, par exemple, il a toujours une sacoche rustique dans laquelle il peut mettre le gibier. Et bien sûr, donc, chaque artisan, il a une sacoche pour pouvoir mettre les outils de son activité. Et j'aimerais signaler là qu'en principe, chaque homme, il avait au moins 2 sacoches. Plus le khanjar, ça fait 3 bandoulières. Non, je veux dire, donc, il dispose. Il a chez lui au moins 2 sacoches. La première, elle est utilitaire. Et la deuxième, c'est la classe. La deuxième, c'est la classe, elle est esthétique. D'accord. La première, il peut s'en servir chaque jour, tous les jours. La deuxième, c'est celle des fêtes. C'est pour assister à une fête et une cérémonie. C'est avec celle-là qu'on danse dans les danses traditionnelles. Effectivement, oui. Alors apparemment, cette shkara a également, à part une fonction utilitaire qu'on a compris, que tu nous as bien expliqué, une fonction symbolique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? D'accord. Comme je l'ai dit, donc, la shkara sert à abriter divers objets et effets. Mais il a également une fonction symbolique. Par exemple, un homme dans la société traditionnelle qui a besoin du soutien d'une certaine communauté. Par exemple, il veut effectuer des travaux agricoles qui dépassent ses moyens. Il a besoin, par exemple, de tous les animaux du village pour labourer les champs, par exemple. Une partie de sa maison s'est effondrée.
il n'a pas les moyens pour reconstruire tout ça. Donc, il fait ce qu'on appelle Aggel. Ou bien Aggel en amazigh ou bien l'Ar. L'Ar, c'est l'Arabie en arabe. Kizaoug. Kizaoug. Donc, il peut se déplacer chez une communauté. Il peut déposer devant la communauté, que ce soit son turban ou bien la sacoche. Et par cette pratique-là, la communauté, elle est obligée de le soutenir. D'accepter sa demande d'aide. C'est ce que ça demande. Alors j'ai une question parce que j'ai lu également qu'il y avait une autre tradition que celle-là on peut facilement imaginer. Oui. Pour demander par exemple un pardon d'un puissant ou d'un qaïd qu'on arrive devant lui et qu'on égorge un animal. Targiba. C'est la même logique. Plus ou moins. Non, effectivement. Donc ça s'appelle Targiba. Ta'giba. Targiba. Ta'giba. Oui. Avec un R. Argiba. Ta'giba, d'accord. Ça s'appelle Ta'giba. Ça c'est quand tu arrives, il se mettait parfois dans le, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, il se mettait parfois sur le chemin d'une puissance, voilà, un qaïd, et sur place il égorge par exemple un mouton, et le qaïd se doit de l'écouter, sa requête, voire d'y accéder. Ça c'est Ta'giba. Ou bien par exemple, pour manifester la soumission, le pouvoir d'un qaïd, par exemple, il y a une tribu qui serait votée pendant un certain moment, d'accord. Alors donc lorsque le qaïd vient avec son armée, donc les gens de la tribu, pour manifester leur soumission, donc ils peuvent égorger un taureau, quelque chose comme ça. C'est une autre pratique. C'est une autre pratique. Alors revenons là. Oui, là. Par exemple, une femme qui estime qu'il a subi une injustice, alors là, il peut déposer devant la communauté soit une fébule, un collier, ou bien le foulard de sa tête. Pour l'homme, comme je l'ai dit, c'est soit le turban, Rza, soit Shkara. Donc c'est un moyen. Mais je pose une question, mais il va la reprendre après, c'est juste. Non, bien sûr, il la reprend. Ah, d'accord. Mais non. C'est un code en fait. Non, il ne va pas la reprendre tout de suite. Parce que lui, il devient en position de force. C'est la communauté qui est devenue dans une position de faiblesse. D'accord. Mais Shkara, c'est purement symbolique. C'est purement symbolique. Non, il est vide. Je pensais que c'était un cadeau. Non, pas du tout. Non, c'est un moyen de pression. Parce qu'une fois qu'il récupère sa sacoche, le problème est réglé. Non, j'ai déposé ma sacoche, je ne veux pas la récupérer jusqu'à ce que le problème soit réglé. D'accord ? Même chose pour ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Donc c'est la dimension. Nous sommes une usine notre pays est une usine à symboles et à. Oui. C'est incroyable. Alors maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois dans le podcast Radio Ma'alif, vous allez savoir qui est Moul Shkara, ce personnage qui peuple notre société. Alors je vais quand même prendre un petit moment pour résumer la vie, ce qu'on appelle Moul Shkara chez nous. C'est quelqu'un qui finance, il y a un côté un peu bildi dans sa gestion. On oppose souvent Moul Shkara, le financier traditionnel, à la gestion moderne. Voilà, c'est-à-dire quand on parle de Moul Shkara en général aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose qui appartient au passé. Alors d'où vient ce personnage ? Moul Shkara, vous savez, au Maroc, nous avons un système politique, administratif, qui est enraciné dans notre histoire. C'est le Makhzen. Aujourd'hui, le gouvernement, l'administration, est composé de plusieurs départements. Mais le Makhzen traditionnel était composé d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, de 2 catégories de compétences, bien de 4. La première, c'est ce qu'on appelle Moualin al-Koummiya. Les armées, les gens armés. Ce sont les gens chargés donc de l'armée, de mener la guerre. Moualin al-Koummiya. Ou la police, ou l'ordre de façon générale. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient toujours un poignard, donc en argent, recourbé, la partie inférieure de l'autre qu'on recourbé, donc c'est la première catégorie donc, des responsables de l'État, de l'Makhzen. Moualin al-Koummiya. La deuxième catégorie, c'est Moualin Shkara. Les administratifs. Voilà, ce sont les gens chargés des affaires administratives et financières. Pourquoi on les appelle Moualin Shkara? Pour Moualin al-Koummiya, ça veut dire donc ceux au poignard, c'est clair. Pourquoi Shkara? Parce que, comme l'a bien expliqué donc Arnold dans son livre qu'il a fait au temps des Mhalla, ou bien Ibn Zaydan dans son livre Al-Azz al-Sawla, parce que c'était des fonctionnaires de l'État qui étaient toujours munis de leur sacoche, et dans la sacoche, il y a tout ce dont il a besoin pour exercer son travail. Il y a des plumes, il y a des roseaux servant à écrire, l'encrier et du papier. Donc, chaque administrateur, il a une shkara. Donc, c'est ça l'origine. Ça veut dire, donc, dans la société traditionnelle marocaine, quand vous dites moul shkara, ça renvoie directement à l'administration. Un cadre administratif chargé des affaires administratives et financières.
Donc, هذه هي l'origine. C'est un homme du Mkhzen non militaire, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, civil. Civil, voilà, c'est un fonctionnaire civil. Donc, mais le sens a changé, parce qu'aujourd'hui... Non, je veux en revenir. D'accord. C'est l'appareil de l'État. Mais en même temps, Moul Shkara, c'est toujours l'investisseur, en quelque sorte traditionnel, qui avait suffisamment d'argent pour financer des projets. Par exemple, la société traditionnelle, quelqu'un, il voulait par exemple, je sais pas, un projet de fabrication des objets de l'artisanat, il n'a pas les moyens pour acheter la matière première. Tu vas chercher un financier, c'est la banque. Voilà, effectivement. Donc, Moul Shkara, pour la société traditionnelle, c'est d'une part le responsable administratif chargé des affaires de l'État. Et celui qui est capable de les financer. Le financer. Le premier, il a la shkara pleine de papier et de quoi écrire, et le deuxième plein d'argent. Donc, par la suite, maintenant, c'est très rigolo parce qu'on a le ministre de l'économie qui est dit Moul Shkara. Oui. Non, mais c'est un titre officiel. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, c'est à titre anecdotique. On dit Moul Shkara, c'est le ministre. Tu parles d'aujourd'hui? Oui, d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Le grand financier, oui, bien sûr. Oui, au sein de chaque administration, il y a un Moul Shkara, ça veut dire celui qui est responsable du budget, donc du petit établissement et tout ça. Celui qui a l'argent. Donc voilà, et c'est très important parce que c'est un terme. Dans les clubs de foot, on considère qu'il y a deux types de présidents. Il y a les présidents qui n'ont pas d'apport personnel et qui essayent de faire les choses avec les sponsors, etc. Et il y a Moul Shkara qui vient et qui éponge les dettes et qui prend la présidence. On a les deux modèles aujourd'hui, même en première division. Donc c'est un terme qui est très ancien et qui reflète toute une structure à la fois économique et administrative. Par contre, on n'a plus Moulin Koumia. Enfin, disons, ils ont mis des uniformes. On les reconnaît, les forces armées, quoi. En fait, c'est les forces armées. Jusqu'aux années 50, 70, 50, 60, 70, on pouvait encore voir les hommes avec leurs sacoches dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et tout. Mais par la suite, cette parure, par moi, je considère que c'est une parure masculine. Donc, il a disparu successivement des différentes régions du Maroc. Il est resté limité dans certains villages, certaines zones tribales. Maintenant, il a presque disparu. La sacoche, maintenant, vraiment, elle a presque disparu. Mais, bizarre, au moment où on s'attendait à ce qu'il disparaisse ou qu'il soit conservé et exposé uniquement dans les salles des musées, il marque un retour spectaculaire sur scène. Scène là, c'est au sens figuré, mais au sens réel. Pourquoi? Parce que maintenant, les troupes folkloriques, les différentes folkloriques, accordent un intérêt particulier au shkara. Par exemple, la danse d'Ahidous. Il y a toujours le maestro. On se rappelle Hussein Achiban, le grand maestro, qui avait donc une rigueur artistique et tout ça, beaucoup de charisme. Petite parenthèse, il y a un podcast Icône qui est consacré à ce personnage extraordinaire avec Mustafa Khadiri. Je vous invite à aller chercher le maestro Mohamed Achiban parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Si vous voulez en savoir plus, il y a ce qu'il faut dans Radio Ma'arif. Et je te redonne la parole. D'accord. Donc, Allah yarhamou, avec son burnos, son turban et surtout avec sa sacoche. Ça fait partie donc de cette image. Même par exemple, Tqam Rakshia. Il danse avec la troupe de Hamid Zahir. Très important pour Tqam Rakshia, c'est que la sacoche, parfois, elle n'est pas apparente. Elle est couverte de l'Qshab. J'allais dire, pour des raisons de sécurité. Mais à partir du renflement latéral, on sait qu'elle est là. Et on connaît même la taille des finances. Voilà. À travers la bosse. Oui. Et je termine avec Abidat Arma. Abidat Arma, ils ont intégré la sacoche d'une façon ingénieuse dans leur jeu. Abidat Arma, vous savez, donc, c'est une lignée de danseurs qui commencent à chanter, à danser, tout ça. De temps en temps, il y a toujours, donc, il y a un chanteur, un danseur qui quitte la lignée. Il avance sur scène devant les autres et il commence à improviser des gestes. Parfois, il peut se servir de son turban. Parfois, il peut se servir de ses babouches. Mais il y a des danseurs qui peuvent improviser des gestes avec leur sacoche. Il y a quelqu'un, par exemple, qui prend la sacoche, il commence donc à remuer comme si c'était un tamis. Il y a, par exemple, un autre qui avance, il fait des pas rythmés sur la scène. Puis, il fait semblant d'ouvrir donc la sacoche pour enterrer quelque chose d'invisible. Il commence à le tirer vers le public. C'est un élément de chorégraphie. Oui. Par exemple, au niveau du public, il y a des gens, donc les vieilles personnes comme moi, ils vont considérer que peut-être c'est le danseur, il est en train d'imiter donc le semail.
Mais pour un jeune un spectateur, il va croire que peut-être c'est le danseur, il est en train donc de jeter les fleurs. Chacun va avoir sa lecture, mais le plus important, c'est que tout le monde va aimer la beauté du geste construit à partir de la sacoche. Eh ben, quel plaidoyer pour la sacoche. Je vais rajouter une petite touche personnelle. Aujourd'hui, les hommes, comme les femmes d'ailleurs, ont encore besoin de sacs, puisqu'on a des téléphones, on a des chargeurs, des clés, des papiers, des cartes d'identité. Et donc, on a souvent des sacs, mais ils sont désormais des sacs, disons, modernes, prêts à porter, etc. Voilà. Et peut-être une idée à faire pour réhabiliter la shkala marocaine, parce que le besoin est toujours là. Voilà. S'il y a des investisseurs et des gens qui vont se lancer là-dedans, on serait content de régénérer cette tradition. Merci beaucoup, Abdeslam. C'était super. C'était un plaisir, cher ami. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.